France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Jeff Bezos, l'ogre du commerce en ligne. Voici l'histoire d'un cadre de Wall Street qui a compris avant les autres la place que prendrait Internet dans notre quotidien. Une place prépondérante, qui allait notamment bouleverser nos habitudes de consommation. D'une simple plateforme de vente en ligne, le fondateur d'Amazon a construit un empire. Il a même créé des objets comme la liseuse ou encore l'enceinte connectée Alexa, ainsi que le cloud, et surtout, il s'est tourné vers la conquête spatiale. Car le rêve caché de Jeff Bezos n'a jamais été de devenir le multimilliardaire qu'il est aujourd'hui. Si on lui demandait quel est son véritable rêve, il répondrait conquérir l'espace. À la tête de la société spatiale Blue Origin, il tente ainsi de contribuer à cette folle ambition d'envoyer des humains vivre en orbite. Et il fera tout pour préserver ce rêve, tout, même soutenir Donald Trump. Notre invité aujourd'hui, Luc Mary, historien des sciences, auteur du livre Jeff Bezos d'Amazon jusqu'à la conquête de l'espace. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Marjolaine Corr, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Un genou à terre, les mains tendues au-dessus de leur tête, encombrés de sacs remplis de dollars, 4 hommes croqués au crayon font face à une statue monumentale. Parmi eux, un crâne chauve, celui de Jeff Bezos. Quelques traits esquissés sur du papier qui font couler beaucoup d'encre en ce début d'année 2025. Car le dessin dont je vous parle est signé Ann Tellness, prix Pulitzer du dessin de presse. Et pour la première fois, son journal vient de lui retoquer une caricature, au motif qu'elle pointe l'allégeance des milliardaires au nouveau président élu Donald Trump. Et que l'un de ces milliardaires n'est autre que le propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos. Alors, la caricaturiste claque la porte avec fracas. Écoutez, on n'a pas la preuve que Jeff Bezos a demandé à ce que le dessin ne soit pas publié, mais les éditeurs de la page éditoriale nous disent qu'il s'agissait plutôt d'éviter une répétition, que ce n'est pas politique. Mais Anne déclare qu'elle n'avait jamais eu un dessin écarté de cette façon, et c'est pour cela qu'elle a choisi de démissionner. Maintenant, dans un sens, cette histoire a un effet stressant, parce que, honnêtement, s'ils avaient laissé le dessin, je doute que quiconque en aurait parlé. Et parce qu'ils ont décidé de le supprimer, et parce qu'elle a décidé de faire cette grande déclaration, on en parle. Et cet événement s'ajoute à la longue liste des événements difficiles qu'a traversé le Washington Post cette année. Le Washington Post serait-il en train de perdre son indépendance ? Déjà à l'automne dernier, Jeff Bezos avait refusé pour la première fois que son journal se positionne pour l'un des candidats à la présidentielle. Et jusque-là, il s'était toujours tenu loin de la ligne éditoriale. Lors du premier mandat de Trump, la rédaction avait même choisi d'afficher en slogan sur sa première page « Democracy dies in darkness ». Autrement dit, la démocratie meurt dans les ténèbres. Alors, où sont les convictions d'époque ? Et surtout, seraient-elles devenues solubles dans la crainte qu'inspire à Jeff Bezos un second mandat de Donald Trump ? Car il le sait, un retour de cet individu aux affaires signe le retour des ennuis. C'est son empire qui pourrait trembler, de tout son édifice. En 2018 déjà, Trump avait fait chuter la valeur du groupe en bourse en déclarant qu'Amazon devenait trop puissante et qu'elle réfléchissait à recourir aux lois antitrust pour limiter son développement. En fait, derrière Amazon, c'est surtout Blue Origin que Jeff Bezos cherche à protéger, la société à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux, celle qui vise la conquête spatiale. Elle pourrait être définitivement écrasée par SpaceX et Elon Musk, qui lui est parvenu à se glisser dans les petits papiers de l'homme d'affaires redevenu président. Les enjeux sont colossaux. Et puis, en 30 ans, le chemin parcouru est si grand. Internet balbutie à peine quand Bezos décide de faire le grand saut. Personne n'imagine encore, à l'époque, qu'un jour, les consommateurs feraient leurs courses en ligne derrière un écran. Personne, sauf lui.
Il y a beaucoup d'avantages au shopping en ligne, mais l'un des plus convaincants, c'est le temps qu'il vous fait économiser. Le temps, c'est la durée la plus précieuse en cette fin XXe siècle. Et le fait de ne pas avoir à conduire, à se garer, à faire toutes ces choses qui compliquent la vie quand vous allez faire vos courses dans le monde réel, c'est un énorme avantage du shopping en ligne. « 1994, Jeff Bezos est encore un cadre new-yorkais comme les autres, avec sa femme Mackenzie. Les deux sont employés par l'un des plus gros fonds spéculatifs. Et alors qu'Internet vient à peine de naître, leur patron demande à Jeff d'enquêter sur les opportunités de cette nouvelle technologie. Bezos découvre alors un potentiel stupéfiant. Le taux de croissance de ce secteur avoisine les 2300% par an. Alors, il comprend que n'importe qui se positionnerait très vite sur le marché pourrait rafler la mise. Avec sa femme, il décide de tout plaquer. Oui, fini Manhattan et les salaires à 6 chiffres. Dans la voiture qui les conduit vers l'ouest, Jeff résume en 30 pages son business plan. Un site internet marchand sur lequel il vendrait pour commencer des livres. Oui, des livres. Rien de moins révolutionnaire, me direz-vous. Sauf que la révolution n'est pas dans le produit, mais bien dans la manière de le vendre. Jeff Bezos veut laisser Internet grandir autour du produit. Et le livre est un objet parfait pour se faire la main. Peu encombrant, disponible rapidement et facile à envoyer. Dans cette aventure, rien n'est laissé au hasard. Même la ville où le couple s'installe est choisie selon des critères très précis. Ce sera Seattle, et pour 2 raisons. D'abord, on ne paie pas de taxes sur l'envoi des colis depuis cet État. Ensuite, Seattle, c'est le siège de Microsoft. Il y a donc beaucoup d'ingénieurs qualifiés dans les environs. Dans la grande tradition américaine côté numérique, tout commence souvent dans un garage. Après 1 an de travail avec 2 ingénieurs, le 16 juillet 1995, Amazon.com est lancé. Un site gris et bleu, des tonnes d'hyperliens et un slogan maladroit, 1 million de titres, toujours à bas prix. Et c'est parti. La première semaine, le site vend pour $12 400 de marchandises. À la fin de l'année, $511 000 sont entrés dans la caisse. Plus que le scénario le plus optimiste imaginé. Les premières années restent malgré tout tendues. Le site est loin d'être rentable. En 1999, Bob Simon, le présentateur de l'émission américaine 60 Minutes, se rend au siège social qui n'est plus dans un garage. Non, il débarque dans une rue où, entre un prêteur sur gage, un ciné-porno et une boutique de perruques, se cache, à l'étage, le siège d'Amazon. Pas de sièges sociaux ni de tours de bureau. Juste un centre d'échange de seringues pour héroïnomanes et un vieux bâtiment appelé Columbia. À l'étage, rien de vraiment high-tech. L'ambiance est plus proche d'une chambre d'étudiants que du siège social d'une entreprise. Et puis il y a le patron, généralement, vous l'entendez avant de le voir. C'est le rire perçant du milliardaire Jeff Bezos. J'ai beaucoup entendu parler de votre bureau. C'est une porte posée sur des tréteaux. Allez, enfin, vous pouvez vous permettre un bureau de meilleure qualité que ça. C'est un symbole qui montre qu'ici, on dépense de l'argent s'il profite aux clients, pas pour le reste. La frugalité, Jeff Bezos en a fait sa marque de fabrique. Ne jamais trop dépenser. Même lorsque ses développeurs restent travailler au bureau toute la nuit, il ne leur paie pas les pizzas. Mais la joyeuse équipe des débuts n'est pas trop regardante. Amazon attire surtout des Silicon Valley hippies, des employés qui aiment les projets un peu fous, un peu ambitieux, et peu importe. Si le Wall Street Journal décrit l'e-commerce comme l'une des propositions de business les plus douteuses des temps modernes. Ou s'il faut 60 rendez-vous à Jeff Bezos pour lever son premier million. Aucun business angel n'accepte en effet de mettre plus de $50 000 dans cette affaire, qui leur paraît bien nébuleuse. Et pourtant, les ventes explosent. Amazon passe de 25 salariés à 150 la première année pour parvenir à traiter toutes les commandes. Et une bonne partie de ces salariés sert surtout à répondre au téléphone. Beaucoup d'acheteurs n'osent pas payer par carte bancaire directement sur le site et appellent pour finaliser leur commande. Une autre époque. Avec son système, Jeff Bezos a gagné 2 bonnes années d'avance sur les géants du secteur du livre comme Barnes & Noble ou Borders. Il ne faut pas la perdre, cette avance. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions.
Amazon doit lever de l'argent et donc entrer en bourse. Le problème, c'est qu'habituellement, les sociétés qui y parviennent gagnent déjà de l'argent. Et ce n'est pas le cas d'Amazon, qui n'est toujours pas rentable et pas près de l'être avant un moment. De surcroît, c'est l'une des premières sociétés d'e-commerce à vouloir entrer en bourse. Les investisseurs ne peuvent la comparer à aucune autre société. À vrai dire, devant ce cas de figure inédit, ils sont perdus. Est-ce de l'investissement ou du jeu? En ce moment, avec la frénésie actuelle, pour moi, ça ressemble bien plus à du jeu. Parce que c'est insensé. Alors, pour être honnête, je ne trouve pas ça rationnel. L'année dernière, ça a grimpé de presque 1000%. Avez-vous vu déjà quelque chose de comparable? Non. Mais les risques sont énormes. Internet est une réalité, de l'argent réel y est dépensé. Ça ne va pas s'arrêter. Mais on pourrait voir ces actions chuter de 50, voire 75%. Pourtant, les investisseurs continuent d'affluer. Et comme d'autres entreprises Internet, elle grandit bien plus vite que les valeurs sûres. Call it the revenge of the nerds, the computer nerds. Appelez ça la revanche des geeks de l'informatique. Et une belle revanche, oui, qui se compte en centaines de millions pour Jeff Bezos. Et son entrée en bourse, il la met en scène. Alors que les experts lui conseillent de fixer le prix de son action à $16, il entame un bras de fer pour en exiger 18. Quand la société entre sur le marché, tout le monde retient son souffle. L'action monte et monte encore. Elle atteint $23,50 à la clôture. Amazon lève 54 millions et vaut, à la fin de cette première journée, 560 millions de dollars, propulsant Jeff Bezos parmi les multimillionnaires de la planète. Une consécration pour celui qui réfléchit tous les jours avec ses équipes à l'amélioration de l'expérience client. Amazon est à l'origine de petites choses qui nous paraissent toutes bêtes aujourd'hui, et pourtant révolutionnaires. Laisser un commentaire sur ses achats, suggérer les produits complémentaires, et surtout, l'achat en un clic rapide pour gagner du temps. Et puis surtout, l'achat compulsif. La bonne affaire pour le méga commerçant Amazon qui étend sa présence dans le nouveau secteur. DVD, CD, jouets, électronique. Tous les 4 à 6 mois, un nouveau business s'ajoute à ce millefeuille d'espèces sonnantes et trébuchantes. Amazon n'en finit pas de grandir et absorbe d'autres startups. Rien n'est laissé au hasard. L'objectif est d'optimiser partout, tout le temps. Optimiser les finances en réinjectant le moindre dollar gagné pour faire grossir l'entreprise. Optimiser le rendement des salariés en les pressurisant. Il doit s'écouler moins de 2 heures et demie entre le moment où le consommateur valide sa commande et celui où son produit est expédié. Jeff Bezos instaure aussi le stack ranking, une méthode qui consiste à virer 10% des effectifs considérés comme les moins productifs chaque année, pour les remplacer par des salariés plus compétents. Il est déjà loin le temps où Amazon a tiré le Silicon Valley hippie. C'est qu'il faut garder le cap. Surtout que les années 2000 annoncent la fin de la bulle Internet. Alors ça tangue. Des startups sombres, après avoir versé sans compter, les 20 investisseurs rechignent à remettre au pot. Beaucoup sont encore sceptiques quant aux chances d'Amazon d'être enfin rentable un jour. Malgré cela, la société commence à s'implanter hors de ses frontières et investit l'Europe, dont la France en 2000. Malgré ses développements en Allemagne, Grande-Bretagne et désormais en France, le groupe reste fragile. Aujourd'hui, le premier site de commerce électronique américain cumule les pertes, bien qu'il annonce 23 millions de clients dans le monde. Et en 8 mois, le cours de bourse d'Amazon.com a fondu de 65%. 65%. Sur le tableau blanc de son bureau, Jeff Bezos a griffonné « Je ne suis pas le cours de bourse de mon entreprise ». Un analyste de Lehman Brothers prédit même que la société sera à court de liquidité en 2001. Fin 2000, 1300 salariés sont licenciés. Les équipes restantes triment soir et week-end. Bezos reste concentré sur son objectif. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il vient de lancer une seconde entreprise qui n'a rien à voir avec la première. Son nom, Blue Origin. Un rêve d'enfant, caché dans un petit bureau de Seattle, loin des regards. Une entreprise qui réfléchit aux moyens d'envoyer les gens dans l'espace. Depuis l'enfance, Jeff Bezos rêve de conquête spatiale. Et il voit grand. Il est sûr qu'un jour, les humains créeront des colonies dans d'immenses cylindres spatiaux.
Et dans cette partition, il ne faut surtout pas qu'Amazon, sa poule aux œufs d'or, périclite. Alors il tient le cap. Il sait qu'il faut encore quelques années avant d'atteindre la rentabilité. Ce moment arrive en 2003. Amazon connaît sa première année bénéficiaire. 5 ans avant la date prévue. Une immense victoire sur tous ceux qui prédisaient son échec. Classé parmi les hommes les plus riches de la planète, Jeff Bezos reste pourtant fidèle à son mantra. Pas d'excès. La seule excentricité de cet homme adepte du combo chemise et pantalon en velours, c'est son Segway. Vous savez, cet engin à 2 roues qui lui sert à se déplacer sur le site de son entreprise. Même sa voiture ne paie pas de mine. D'après mes calculs, vous-même, vous valez quelque chose comme 9 ou 10 milliards de dollars aujourd'hui. Je dis ça uniquement parce que j'ai une autre question. Ok. Pourquoi la Honda? C'est une très bonne voiture. Les années défilent, Amazon invente la Kindle, la liseuse pour livres numériques. Elle lance Amazon Prime, l'abonnement qui donne accès à des envois illimités, ou encore l'enceinte connectée Alexa. Mais elle fait parfois fausse route, comme avec son Fire Phone, échec cuisant. Mais le coup de génie dans les années 2000 est ailleurs. Il émane du cerveau d'un certain Andy Jassy. Ce salarié s'est rendu compte qu'à tous les étages, les équipes passaient les 2/3 de leur temps à chercher des solutions de calcul et de stockage informatique. La société développe alors un data center fiable et performant, capable de suivre le rythme soutenu de l'évolution d'Amazon. Cette initiative va prendre une autre ampleur au détour d'une réunion avec le patron. Comme il le fait souvent, Bezos propose à ses équipes un temps pour étudier ce en quoi la société excelle. Et c'est là où Andy Jassy amorce le lancement de ce qui sera bientôt connu à travers le monde sous le nom de cloud. Autrement dit, une solution de stockage et de calcul des données délocalisées. Nous avons réalisé que nous avions dû devenir extrêmement compétents dans la gestion des services d'infrastructure en profondeur comme le calcul, le stockage et les bases de données. Nous étions aussi devenus experts dans l'exploitation de data centers fiables, rentables et évolutifs, une nécessité pour soutenir la croissance d'Amazon en tant que distributeur au cours de ces 10 premières années. C'est ce qui nous a décidé à poursuivre une mission bien plus large en lançant AWS. Notre objectif était de permettre à n'importe quel développeur, entreprise ou agence gouvernementale d'exécuter ses applications technologiques sur la plateforme que nous avons construite. Amazon Web Services, AWS. 3 lettres qui cachent une nouvelle révolution. Plus besoin d'investir des montants faramineux pour disposer de son propre data center. AWS propose un simple abonnement mensuel. Et les clients affluent, Goldman Sachs, Apple ou la CIA. Le cloud était né. Jeff Bezos décide de laisser grandir ce projet discrètement. Pendant des années, il cache le chiffre d'affaires d'AWS dans la catégorie « Autres » parmi ses résultats. Il s'achète des années sans concurrence. Tout le monde est persuadé qu'AWS est une sorte d'expérimentation un peu folle et peu rentable. Mais au bout de 7 ans, le chiffre d'affaires est si gros qu'il n'est plus possible de le cacher. La société de Bezos a généré 4,6 milliards de recettes sur la dernière année, c'est énorme. Et en bourse, l'action d'Amazon prend 15%. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it,
it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic, 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 technologic. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la success story de Jeff Bezos. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le succès donne des ailes à Jeff Bezos, comme il en donnerait à n'importe qui. Sauf que là, ça se voit. Les pantalons en velours sont remisés, le geek introverti laisse place à un homme plus sûr de lui. Une photo fait le tour du monde, où sa veste sans manches laisse apparaître des biceps volumineux. Des heures de travail sur son banc de musculation sont passées par là. Dans notre société hygiéniste, il faut avoir des muscles. Un corps sain, dans un esprit sain, on connaît la musique. Mais l'évolution de Bezos se ressent aussi dans ses choix. Il lance Amazon Studios et se rapproche d'Hollywood. Celui qui fuyait les mondanités et les politiques change de braquet. En 2013, il rachète même l'historique famille Graham, le Washington Post, ce nom tellement prestigieux de la presse américaine. Ce journal qui fit tomber un président, Nixon en l'occurrence, dans l'affaire de Watergate. Souvenez-vous de Woodward et Bernstein. Cette arrivée surprend la rédaction autant qu'elle l'inquiète. Le journal n'est pas en forme. Son chiffre d'affaires a baissé de près de la moitié en 6 ans. Que veut donc Jeff Bezos en rachetant celui qui reste le symbole du journalisme d'investigation aux États-Unis ? Personne ne perce le mystère, mais il semble que l'enjeu intéresse Bezos. Il va s'appliquer à redresser le journal en donnant des moyens à sa rédaction et en élaborant une stratégie pour le faire entrer de plein pied dans l'ère d'Internet. Dans une longue lettre, il assure aux journalistes que le devoir du journal résidera toujours dans l'intérêt du lecteur et non dans celui de ses propriétaires. Alors, quand les journalistes sont pris pour cible par Donald Trump, qui ne supporte pas leur fact-checking, surtout à son encontre, Bezos se pose en garant de leur indépendance. Comme chez David Rubenstein en 2019, sous le premier mandat de Trump. Quand on est président des États-Unis, gouverneur d'un État ou autre, on n'accepte pas ce poste en pensant qu'il ne sera pas scruté à la loupe. On va l'être, et c'est une bonne chose. Ce que le président devrait dire, c'est normal, c'est sain, je suis heureux d'être scruté. Ce serait une preuve de sécurité et de confiance en soi. Et c'est vraiment dangereux de diaboliser les médias. C'est dangereux de traiter les journalistes de minables. C'est dangereux de dire qu'ils sont les ennemis du peuple. Nous vivons dans une société où ce ne sont pas seulement les lois qui nous protègent. Nous avons la liberté de la presse. Elle est inscrite dans la Constitution. Donc apparemment, à cette époque, on ne peut pas dire que le Washington Post est la danseuse de Jeff Bezos. Oui, la danseuse, comme on disait avant. Cette méthode tant employée par les patrons de tout poil dans le monde capitaliste. J'achète un journal, donc je peux peser éventuellement sur le monde politique, et c'est bon pour les affaires. La méthode Bolloré en France, par exemple. Bezos veut bien être scruté, parce que c'est normal. Tout ça, ça tombe bien. De plus en plus de journalistes sortent des enquêtes sur les conditions de travail d'Amazon. Mais ce n'est pas brillant. The Intercept a fait les comptes.
alors que la société a touché 1,2 milliard de dollars d'aide, elle fait varier la paye de ses salariés selon les aides sociales existantes dans les États. Le principe est simple, plus l'aide sociale est importante, plus le salaire est bas. Et ce, pour des salariés qui parcourent en moyenne 24 km par jour dans les entrepôts et qui ont droit à 6 minutes de pause quotidienne. Dans les premières années, les entrepôts étaient dépourvus de climatisation. Les ambulances stationnaient devant l'entrée pour évacuer les salariés victimes de malaise à cause de la chaleur. Même du côté des cadres, le New York Times révèle un rythme soutenu de 80 heures par semaine, des réunions le dimanche ou l'envoi de mails jusqu'à minuit, tout en étant eux aussi pistés par des logiciels de productivité. En mai 2014, Jeff Bezos décroche le titre de pire patron au monde. Sous la pression, il finit par faire passer le salaire horaire minimum de 10 à 15 dollars pour tous. Mais pour pallier cette hausse, il arrête de distribuer des actions et primes collectives. Opération 1 dollar pour lui, même pas mal. Ces enquêtes, mais aussi le travail des journalistes du Washington Post, donnent du grain à moudre au candidat des Républicains pour la présidentielle. Ce candidat, c'est Donald Trump, et il semble avoir une dent contre Jeff Bezos. Notamment depuis que l'un des journalistes de la rubrique Fact-Checking du WAPO lui a attribué la note de 4 Pinocchio, la plus élevée sur l'échelle du mensonge tenue par le journal. Sur Twitter, Donald Trump se déchaîne. Jusque-là, Jeff Bezos a fait toujours soigneusement éviter les polémiques, mais pour la première fois, il décide de répondre. Mais avant de tweeter, il demande conseil à ses équipes. Trump vient de se déchaîner sur Twitter en parlant d'Amazon, de moi et du Washington Post. J'ai envie de lui répondre, franchement, mais avec classe. Je veux pas laisser passer l'occasion. C'est ma chance, mon devoir patriotique, de dégonfler l'ego de celui qui serait terrifiant comme président. Je ne m'y connais pas trop en trash talk, mais je suis prêt à apprendre. Quelqu'un a des idées ? Enfin dénigré par Donald Trump. Il aura quand même son siège à bord de la fusée Blue Origin. Hashtag, envoyez Donald dans l'espace. Bezos se met à répondre aux attaques, car il sent les menaces se rapprocher. Sa firme est devenue ultra puissante. En 2018, elle vaut 160 milliards de dollars. Ce qu'il craint, c'est un démantèlement d'Amazon. Une juriste spécialisée dans le droit de la concurrence, Lina Khan, s'est d'ailleurs penchée sur la question. Habituellement, une société n'entre en bourse que lorsqu'elle dégage des bénéfices, on l'a dit. Amazon a échappé à cette règle et cela n'a pas inquiété les investisseurs qui ont fait bondir sa cote dès son entrée au panier. Mais pourquoi ? Après enquête, Lina Khan finit par comprendre. Pour les analystes de Wall Street, à force de dévorer ses concurrents, Amazon va forcément finir en situation de monopole, donc devenir très rentable. En vérité, la plus grande crainte de Jeff Bezos, c'est de rester dans l'histoire comme l'homme devenu riche grâce au commerce en ligne. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est compter parmi ceux qui ont permis d'avancer vers l'habitat spatial. Ce qui, au regard de la livraison de produits quotidiens, est une autre planète, si je puis dire. D'ailleurs, peu à peu, il va s'éloigner d'Amazon et même laisser sa place de PDG en février 2021. Mais n'allons pas trop vite. À ce stade, Amazon lui aide surtout à injecter 1 milliard de dollars par an dans sa société spatiale Blue Origin, qui, après des débuts prometteurs, notamment avec le premier réatterrissage de sa fusée New Shepard, se fait largement doubler par SpaceX d'Elon Musk. Bezos a choisi de faire avancer son projet pas à pas. Mais son concurrent, lui, brûle les étapes et construit directement une fusée capable d'aller en orbite. Sa croissance, beaucoup plus rapide, écrase Blue Origin. Alors, les amabilités du début, quand Elon Musk saluait les avancées de Bezos et vice-versa, disparaissent au profit de railleries sur les projets de conquête spatiale de chacun. Musk, grand gagnant du duel, ne boude pas son plaisir. Il est évident que vous êtes quelqu'un de très compétitif. Vous vous mesurez à des gens comme Jeff Bezos. Jeff qui ? La fin des années 2010 n'est pas rose pour Jeff Bezos. Il se fait doubler dans ses projets spatiaux et surtout, celui qui a toujours évité les scandales se trouve pour la première fois en première page d'un tabloïd. Le 9 janvier 2019 en effet, dans un tweet, Bezos officialise sa rupture avec la mère de ses 4 enfants. Un message qui n'a d'autre but que prendre de vitesse un tabloïd, le National Enquirer. Eh bien, c'est raté. Quelques heures plus tard, le journal publie des photos et des SMS intimes échangés entre Jeff Bezos et Laurent Sanchez,
Alors, ce qu'on sait, c'est que le National Enquirer est un tabloïd qui appartient au groupe American Media et que le patron de ce groupe, effectivement, David Pecker, est un proche du président. C'est lui qui, en 2016, avait versé $150,000 à une playmate pour acheter son silence sur une supposée relation de plusieurs mois avec celui qui n'était encore que candidat à la Maison-Blanche. Trump et le journal à scandale ont donc, des liens privilégiés, ce qui fait dire à Jeff Bezos qu'il est peut-être la cible d'une attaque politique. On sait aussi que Donald Trump déteste le patron d'Amazon, qu'il a rebaptisé Jeff Bozo, comme le clown, et peut-être qu'il déteste encore plus le journal dont Bezos est désormais le propriétaire, le Washington Post. Entre Jeff Bezos et sa femme, le divorce se règle à l'amiable. Elle, qui a participé activement à la création d'Amazon, quitte le foyer avec 4% des actions, soit une fortune de $35 milliards. Et, à la différence de son ex-mari, qui ne s'est intéressé que très récemment à la philanthropie, elle décide, elle, de s'y consacrer entièrement. En 3 ans, elle distribue $12 milliards à plus de 1000 associations. Et elle compte poursuivre jusqu'à épuisement de sa fortune. Bezos, lui, en 2020, crée un fonds pour la Terre auquel il verse $10 milliards. Une initiative qui fait suite, comme souvent avec lui, à un coup de pression de la part de 300 salariés d'Amazon qui contestent la politique environnementale du groupe. Mais à la différence de son ex-femme, Bezos n'a jamais voulu signer le Giving Pledge, l'appel de Warren Buffett et Bill Gates visant à donner la majeure partie de sa fortune à des fins philanthropiques. Non, pas dans sa philosophie. Plutôt du genre à vouloir maîtriser toute la chaîne, Jeff Bezos. Comme avec ses salariés d'ailleurs. Alors s'il y a bien une chose qu'il déteste, c'est ça, qu'on lui dicte sa conduite. Autant dire que l'idée de voir émerger des syndicats dans ses entrepôts l'insupporte. Il est prêt à dépenser des fortunes pour que ça n'arrive jamais. Pas de chance, son travail de sape contre les syndicats est entravé par ce satané Covid. Tout part d'un entrepôt new-yorkais. En avril 2020, Chris Smalls voit ses collègues tomber malades les uns après les autres. Il réclame l'arrêt de l'entrepôt pour sa désinfection. La direction refuse, le met en quarantaine payée. Le jeune homme, scandalisé, organise alors une manifestation devant le site. Sans attendre, la direction le licencie. Mais il riposte en lançant une cagnotte avec des collègues. Les fonds récoltés leur servent à tenir un stand devant le site pour informer les salariés et lancer le premier syndicat. La lutte devient intense, elle dure une année entière. Et c'est une victoire. L'Amazon Labor Union parvient à s'imposer. Je me suis joint au syndicat Amazon Labor Union quelques mois après sa création, en partie parce que j'avais été conditionné par la propagande d'Amazon. Je n'avais aucune connaissance préalable des syndicats, mais l'Amazon Labor Union a répondu à toutes mes questions, à tous mes doutes, à toutes mes inquiétudes. Il faut montrer aux travailleurs la force d'un syndicat. Et j'ai vraiment senti qu'en étant présent tous les jours, on avait fait la différence. Ils ont dépensé $4,5 millions pour payer des avocats conseils et des cabinets spécialisés. Ces mêmes avocats à qui je viens de serrer la main après qu'on les ait battus à plate couture. Ils m'avaient déjà fait arrêter. Que pouvaient-ils faire de plus ? Finalement, ça s'est un peu retourné contre Amazon parce qu'ils nous disaient qu'on était censé faire partie d'une seule équipe, d'une seule famille, mais ils arrêtent leurs propres employés. Après la création du tout premier syndicat Amazon, des dizaines d'autres entrepôts tentent de créer leur structure. Mais les moyens mis en face pour contrer le mouvement sont gigantesques. Par exemple, à Laval, au Québec, le tribunal administratif autorise la création d'un syndicat en avril 2024 qui oblige Amazon à négocier un contrat collectif de travail. Eh bien, au lieu de s'y plier, le groupe annonce, le 22 janvier dernier, qu'il ferme tous ses entrepôts dans la province francophone du Canada. 2000 employés restent sur le carreau. Amazon préfère sous-traiter que négocier avec un syndicat. Dur avec les faibles, doux avec les forts, cette facette de Bezos apparaît crûment avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il sait qu'il pourrait tout perdre. Amazon est attaqué en justice pour abus de position dominante. Et les problèmes tombent sur Bezos en escadrille. Pour préserver Blue Origin, il faut aussi qu'il ménage ses relations avec Washington. La proximité de Trump avec Elon Musk n'est pas bonne pour lui. Il faut qu'il décroche un contrat étatique pour s'assurer une source de financement de plusieurs milliards de dollars. C'est ce qui lui permettra de poursuivre le développement de son projet spatial. Alors pour une fois, Bezos se montre très souple, surprend
déçoit même quand il accepte une invitation à Mar-a-Lago chez Donald Trump et qu'il lui offre $1 million pour l'investiture, ce qui lui vaudra d'être croqué par la caricaturiste Ann Tellnes dans le dessin retoqué au Washington Post dont nous parlions au début de ce récit. Il diffuse même en streaming l'investiture de son champion sur Amazon Prime. Et puis, pour $40 millions, Bezos vient d'acheter les droits d'un film sur la vie de Melania Trump, produit par Melania Trump. Mais rien n'est trop beau pour poursuivre, que dis-je, acheter son rêve spatial. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Jeff Bezos. Nous en parlons avec notre invité Luc Marie. Bonjour. Bonjour Fabrice. Historien des sciences, auteur de livres intitulés Jeff Bezos, d'Amazon à la conquête de l'espace aux éditions de l'Archipel, également d'une biographie d'Elon Musk. Alors, sur un tout autre sujet, vous venez de sortir un livre en avril dernier qui s'appelle Tuer Hitler. Voilà, livre publié chez Talent et qui raconte, je crois, quarantaine de 42 attentats perpétrés contre Hitler. Bien sûr. Dont seulement 4 ou 5 ont été réalisés, en fait. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce qui différencie Bezos de Musk? Parce que les deux sont fascinés par l'espace, mais ils n'appréhendent pas du tout le sujet de la même manière. Ils ont à peu près le même rêve. Le même rêve d'enfance, je dirais que c'est à la fois l'alpha et l'oméga de leur ADN. C'est-à-dire que pour tous les deux, la conquête de l'espace, c'est plus qu'une aventure technologique, c'est une philosophie de l'avenir, une philosophie de la vie. Et cette philosophie, elle s'articule autour de 4 axes. D'abord, c'est un rêve d'enfant pour les deux hommes. L'un ne jure que par Star Trek, c'est Bezos. L'autre, Star Wars, c'est Musk. C'est un défi technique. Ils ont eu la même idée au même moment, c'est-à-dire réutiliser les boosters, réutiliser les fusées pour abaisser le coût des lancements. Par exemple, Bezos a réalisé sa première fusée qui a été récupérée en novembre 2015, voilà tout juste 10 ans. Il a damé le pion de quelques mois à Musk. Mais là, réside l'une de ses rares victoires. Alors c'est un défi technique, c'est aussi une nécessité économique, la privatisation de l'orbite basse, et puis le tourisme de masse. Enfin, un tourisme de masse, pour l'instant, la masse, c'est $28 millions, le petit lancement de 10 minutes, dont $300 000, je crois, la seconde dans la pesanteur. Ça coûte encore un peu cher, donc il faudra attendre un certain temps pour démocratiser véritablement le voyage dans l'espace. Et puis enfin, et c'est encore ce qui les réunit, et ce qui va les différencier, je vais y venir, c'est un projet écologique. Tiens donc. Eh oui. C'est-à-dire que la conquête de l'espace, d'abord pour Jeff Bezos, il considère que la Terre est trop petite pour les terriens, et la Terre est abîmée à un tel point qu'on va devoir la quitter. C'est-à-dire que l'un des hommes les plus riches du monde rêve de s'en évader, pourrais-je donc dire. C'est un rêve qu'il a depuis qu'il est tout petit, c'est-à-dire depuis l'âge de 16 ans, depuis qu'il a vu un reportage en 1975 à la télévision, un reportage sur les colonies spatiales, les grandes cités orbitales, inventées par un certain astrophysicien qui s'appelait Gérard O'Neill. L'idée de Bezos, c'est de dire qu'il faut transformer la Terre en immense parc naturel, genre Yellowstone, dans un avenir plus ou moins lointain, il ne donne pas la date, peut-être de l'an 3000, enfin il faut commencer ça maintenant, n'est-ce pas? Et transporter toutes les industries dans l'espace, dans des grandes cités réunissant plusieurs millions d'habitants. Mais au contraire de Musk, et c'est là qu'il se différencie, il ne voit pas l'avenir de l'humanité dans l'espace, enfin sur les autres planètes. Musk, lui, vise Mars, et même au-delà de Mars. Mars, si vous voulez, c'est la superficie de la Terre sans les océans. C'est-à-dire 144 millions de kilomètres carrés. Donc c'est une deuxième Terre offerte à l'humanité. Il faudrait la transformer quand même, il faudra au moins qu'il y ait plusieurs siècles pour la transformer, pour la rendre en planète habitable. Alors, Bezos, ils mettent de l'eau déjà. Voilà. Bezos, là, il y renonce. Il dit non, l'humanité, il faut la transporter dans des grandes cités orbitales pour assurer son avenir. Parce que sinon, il constate que la pollution augmente, les pôles fondent, les forêts reculent, les déserts avancent. Bientôt, on ne pourra plus vivre décemment sur Terre. C'est une sorte d'arche de Noé. Ouais, voilà, plusieurs arches de Noé. Alors, ils sont bien gentils, Bezos et Musk, mais enfin, concernant la poésie.
aujourd'hui au Kennedy Space Center, Cap Canaveral, en Floride, vous avez des lancements quasiment tous les jours. On est quand même loin de la poésie d'Apollo, quand on partait comme ça sur la Lune, quand une fusée s'arrachait. Ce n'est pas le même défi. Bah oui, enfin... Ce n'est pas le même défi, c'est un défi à long terme. Tous les deux, d'ailleurs, prêchent le long-termisme. C'est un défi sur plusieurs siècles. C'est pas... Les années Apollo, c'est les années 60. D'ailleurs, Jeff Bezos est né en 64, en plein milieu de l'épopée Mercury puis Apollo. Gemini, mais entre-temps. Voilà. Il a baptisé ses fusées les New Shepard et les New Glenn. C'est-à-dire New Shepard, c'est le nom du premier astronaute américain. Et John Glenn, Et John Glenn, de celui qui a fait le tour de la Terre, le premier américain. Et donc, là, jusqu'à présent, on s'est contenté de 12 vols habités. Mais 12 vols habités par des gens comme nous. Ce ne sont pas des professionnels. Il y a eu seulement 15 jours de préparation. Enfin, à bord, c'est seulement 10 minutes de vol, 3 minutes d'apesanteur, avec des immenses hublots pour mieux observer l'espace, des hublots qui font quand même 1 mètre de haut sur 73 cm de large, donc on a le temps entre guillemets, on a 3 minutes pour contempler l'espace et la Terre. Et ça coûte combien ? Et ça coûte 28 millions de dollars. Voilà. 28 millions de dollars. Mais on a le temps de se rendre compte de la fragilité de la Terre et de la noirceur de l'espace, à un tel point que William Shatner, l'un des héros d'enfance de Jeff Bezos, le fameux capitaine Kirk dans Star Trek, qui a participé au 2e vol habité, lorsqu'il est allé dans l'espace, il en est revenu complètement apeuré. Il a dit tout simplement, l'espace est noir, laid, menaçant. William Shatner s'est dit, mais la Terre est condamnée véritablement. Il a eu peur, en voyant cette Terre, un rien pourrait la faire éclater. La fragilité de la Terre. La fragilité de la Terre. C'est ce qu'avait dit Bill Anders dans Apollo 8, qui avait pris la photo devenue célèbre où on voit cette Terre, le lever de Terre, tout souvent magnifique, mais il parlait de la fragilité. Mais d'ailleurs, tout ce qui a frappé les astronautes lunaires, les 12 astronautes qui ont arpenté la Lune entre 69 et 72, c'est pas tant la surface de la Lune qui est une désolation magnifique, c'est de voir la Terre dans l'espace. Bien sûr. Et de voir ce petit œil de Dieu, même dont a parlé John Irving, parce que quand il est revenu sur Terre, sa seule obsession, c'était de rechercher l'Arche de Noé. Je veux dire, Jeff Bezos, il veut démocratiser le spatial à bord de cette petite fusée qui fait seulement 18 mètres de haut et 70 tonnes. Et donc ce sont des sauts de puce dans l'espace. On va à 107 km d'altitude, c'est-à-dire qu'on à la frontière de l'espace et de l'atmosphère. On franchit la ligne de Kármán, là on a pesanteur, etc. Mais c'est 1 degré au-dessous de Musk. Ce sont plutôt 2 apôtres pourtant du transhumanisme interplanétaire, dirais-je. Mais en 2014, par exemple, Bezos a perdu la bataille déjà du ravitaillement de l'ISS. Et parce qu'il s'était posé comme candidat à la NASA, et la NASA a choisi Boeing et SpaceX. Donc c'est la station spatiale orbitale, la station ISS, la station spatiale orbitale. Ça c'est en 2014. Donc il a eu du mal à digérer déjà. C'était avant même son premier succès, son premier lancement de la New Shepard, 1 an avant. La deuxième bataille perdue, c'est en 2021, plus près de nous. D'ailleurs c'est l'année où il a quitté Amazon pour se consacrer plus spécifiquement à Blue Origin. C'est la bataille de la Lune. C'est-à-dire que pour le prochain lunissage, l'alunisseur qui a été choisi, c'est celui de SpaceX, et non pas de Blue Origin. Donc ça fait 2 défaites spatiales lourdes, mais il ne se bataille pas dans la même catégorie, on peut dire. Non, c'est l'orbite basse, il va jusqu'à 100 km d'altitude, Elon Musk vise plutôt les 400 km et les 500 km, voire Mars, vous voyez. C'est pas tout à fait la même échelle. Bien sûr. C'est pas tout à fait la même échelle, mais toutefois, j'allais dire, si Bezos a le sens du futur, le sens du spatial, etc. Le spatial, d'ailleurs, c'est son sceptre. Si Amazon est sa couronne, son sceptre, c'est le spatial, et ça, il n'abandonnera jamais. Oui, bien sûr. Il on l'a dit, on a insisté là-dessus dans le récit. Oui. Il faut insister là-dessus. C'est le noyau fort, c'est le noyau dur de la planète Bezos, comme aussi pour la planète Musk. Alors, je me dis aussi que pour Bezos, la situation n'est pas facile, parce que Elon Musk est proche de Trump. Alors il y a eu des dissensions entre les deux, mais alors le Point a sorti sa une jeudi dernier sur le divorce impossible entre Trump et Musk. Ça c'est quand même un avantage pour Musk d'être proche du pouvoir. Il était proche du pouvoir il y a encore une semaine. Oui, mais là c'est apparemment ça varie, mais ça varie. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre, oui.
je dirais que Bezos aussi a besoin, il a besoin aussi d'un rival. Autrefois, bon, la rivalité, c'est entre puissances. On a décroché la Lune parce qu'il y avait la rivalité américano-soviétique entre États. Et là, les entreprises privées, auxquelles d'ailleurs on n'accordait aucune chance au début du siècle, ont remplacé les États dans la course à l'espace. Ça veut dire une privatisation de l'espace, quelque part. Voilà, c'est la privatisation de l'espace, mais ça a ressuscité le rêve spatial. On peut dire que l'Odyssée de l'espace est repartie en 2020 depuis le vol de SpaceX de la fusée Falcon 9, à bord de laquelle il y avait 2 astronautes avec des scaphandres made in Hollywood et des écrans tactiles à bord et non plus les boutons des Soyouz, etc. Et il y avait quand même 500 000 personnes pour assister à un simple lancement, parce qu'on ressuscitait le rêve spatial. De nouveau, on replaçait l'homme au centre de la conquête spatiale et non pas envoyer comme ça des sondes interplanétaires explorer Neptune, Uranus. Mais Explorer et compagnie, oui. Oui, d'accord, ça fait rêver, mais il manque l'homme. Donc il faut que l'homme revienne au centre de cette conquête spatiale pour redynamiser cette conquête qui, pour Bezos comme pour Musk, est indispensable à la survie de l'humanité. Pour tous les deux, j'allais dire, l'avenir sera extraplanétaire ou ne sera pas, pour paraphraser Malraux. Alors, une question qui est plus terre à terre, mais Bezos a des lubies qui peuvent sembler complètement folles. C'est quoi cette histoire d'horloge cachée dans la montagne ? Alors, non seulement il veut maîtriser l'espace, mais il veut aussi maîtriser le temps. C'est-à-dire que depuis 2015, il a décidé de construire une immense horloge d'une 60aine de mètres de haut au sein d'un massif montagneux, la Sierra Diablo, au Texas, là même où il a son ranch qui fait 2 fois la taille de Paris. Il y a une base spatiale, c'est sa base spatiale, mais ça va devenir aussi son horloge souterraine inaccessible au grand public, parce que c'est pour qu'elle reste... C'est un vestige destiné à la lointaine humanité de l'an 10 000, voire 1 million d'années. Il veut laisser sa trace dans l'histoire. Et il est tellement persuadé de laisser sa trace dans l'histoire qu'il date toutes ses lettres. Nous ne sommes pas en 2025, nous sommes en 2025. Ah, carrément. Ouais, donc, pour lui, l'humanité... L'année zéro. On est dans la préhistoire de la conquête de l'espace, on est dans la préhistoire on est encore plus riche d'avenir que de passé, quoi. Voilà. Bon, écoutez, très bien. L'avenir nous dira ce qu'il en est donc de ce tourisme spatial, de cette nouvelle conquête spatiale, peut-être aussi de la victoire de l'un sur l'autre entre Musk et Bezos. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et ils ont besoin l'un de l'autre aussi. Ils ont besoin l'un de l'autre. On revient toujours de toute façon, c'est un duo. Merci Luc Marie. Je rappelle que vous êtes historien des sciences et auteur du livre intitulé Jeff Bezos, d'Amazon à la conquête de l'espace aux éditions L'Archipel. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui. Jeff Bezos, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.